La marque employeur n'a jamais été aussi important, mais c'est pas la com. Souvent, on assimile la marque employeur à la com, aux paillettes. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est le contrat moral, c'est mon engagement vis-à-vis de mes candidats clients et qui vont devenir mes collaborateurs. Moi, je parle vraiment de service client. Je suis au service d'eux. Et donc, on a un contrat moral, on a des promesses, mais après, il faut être au rendez-vous, il faut les incarner. Et à l'heure de la transparence totale, bah oui, sinon on se retrouve chez Glassdoor. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Auprès donc des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Donc on entend et on lit beaucoup de choses de la part d'un grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux, des best practices, des tendances et patati et patata. Pour remettre de l'ordre dans tout cela, on est ravis de recevoir notre experte du jour, Mathilde Lecoz, DRH chez Mazars. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathilde et merci d'avoir accepté notre invitation. Mazars, on va le présenter en quelques mots et on aura des questions ensuite sur des questions RH à proprement parler au secteur, en tout cas l'activité, qui peut-être sont pas du tout aussi différentes que celles que l'on croit. Donc, on vous laisse la parole. Merci en tout cas d'être venu. Donc Mazars, c'est un cabinet de conseil et d'audit et de conseil financier avec plein de métiers différents. On est plus de 30 000 salariés dans le groupe, présents dans plus de 90 pays. Worldwide. Hein, voilà, exactement. Et puis si je faisais un focus sur la France, donc moi je suis en charge de la France, on a à peu près un peu moins de 4 000 collaborateurs. Et la grande particularité, c'est que notre moyenne d'âge est de 29 ans. Donc c'est très très jeune comme environnement. Très très jeune. Est-ce qu'il faut être jeune et dynamique du coup pour être chez Mazars, ou quand on est vieux c'est foutu, on tient pas la route? Faut être dynamique en tout cas. Voilà. Enfin, senior et dynamique. Exactement, on peut. Mais non, on recrute très majoritairement des jeunes diplômés et sortis d'école. Ouais. C'est, on va dire, les 3/4 de nos recrutements. Voilà. Et pour avoir donc il faut avoir fait une école de commerce pour passer chez Mazars. École de commerce, école d'ingénieur, université, nous sommes ouverts, mais en gros, globalement, en général, la grande majorité, c'est des bac+5. Ok, on parle beaucoup là en ce moment de soft. Est-ce que chez vous, c'est quelque chose qui est présent ou est-ce que ça agrémente un CV et ça fait basculer le choix sur deux candidats, ou est-ce qu'on ne regarde pas trop les soft skills chez vous? Si, c'est même primordial. Je dirais que même, et ça le sera de plus en plus avec... Vous sentez la tendance? Ah oui, complètement. Bah, en plus, on est des métiers, nous aussi, qui s'automatisent avec des robots, l'IA, etc. Donc, on aura toujours besoin d'hommes et de femmes. Et je pense que ce qui fera la différence, justement, c'est ce qui fait l'humanité, les individus. Donc, l'intelligence émotionnelle, le relationnel aux autres... voilà, la relation commerciale, etc., le management. Donc aujourd'hui, oui, en fait, ce sont des métiers en fait qui ne s'apprennent que sur le terrain. On les apprend pas en cours, on les apprend pas dans les livres. Donc de toute façon, ils ne savent pas faire nos métiers quand ils arrivent. D'accord. Donc c'est forcément, on recherche plutôt des gens qui vont apprendre très vite, qui ont une tête bien faite, voilà, comme on disait souvent, ouais. Exactement, mais c'est vrai, c'est le cas. En tout cas, qui se remettent en cause, qui apprennent, qui s'adaptent. Et puis après, bien évidemment, c'est un métier de relations humaines en fait, avant bien tout. Sûr. On maîtrise des chiffres, mais on les explique et on les partage. Donc, c'est la communication, le management, voilà, le relationnel, la posture, le leadership. Tout ça, c'est des choses très importantes dans nos métiers. La formation à vie, c'est un des motos chez vous, c'est ça? Est-ce qu'on apprend tout le temps, en fait, et on peut apprendre tout le temps? Bah, de toute façon, franchement, on est vu comme un 4e cycle. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, par principe, c'est très rare qu'ils viennent en se disant « je vais faire ma vie dans un cabinet ». Voilà. Ils viennent, ils signent pour 3-4 ans, en règle générale. Après, la magie va faire qu'on va essayer de les garder beaucoup plus longtemps, mais on est vraiment vu comme un 4e cycle. Je fais des études, je vais faire un temps en cabinet, et ensuite je vais découvrir un peu tout, et je choisirai ma voie après. C'est vrai, c'est une carte de visite finalement? Clairement. C'est clairement une carte de visite? Clairement une carte de visite, même si de plus en plus, ils vont pas forcément s'orienter dans des entreprises. Par exemple, maintenant... Les startups et surtout l'entrepreneuriat, c'est clairement une des voies de sortie après cabinet. Mais oui, c'est une carte de visite. C'est pour ça que vous parlez de 4e cycle. Exactement. En fait. Ils vous font concurrence alors, les startups aujourd'hui?
Oui et non. Alors oui, en fait, en tant qu'organisation. En fait, je constate qu'aujourd'hui, les startups sont, même si j'ai trouvé qu'il y a la bulle et on est en train quand même de, Ouais. voilà, parce on apprend aussi beaucoup de choses sur les startups et tout n'est pas si rose. Non, bon, j'aimais l'intervention d'avant, enfin, de avant, parce que souvent on voit l'entreprise comme très rigide, très processée. C'est forcément des chargés de recrutement, c'est pas des talent acquisition. Là, c'était un petit clin d'œil, mais en fait, non, c'est pas vrai, mais c'est beaucoup l'image qu'ont les entreprises, alors que les startups ont une image organisation hyper agile, hyper horizontale, des process de décision très habiles, ce qui est vrai dans la plupart des cas, même si quand elles grossissent, il va falloir qu'elles se processent, et donc elles vont peut-être trouver, justement, rencontrer les mêmes travers que nos organisations. Et je pense qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est vraiment d'apporter de l'agilité, et de déprocesser. Alors nous, on a de la chance que chez Mazars, c'est un bon bordel, enfin ce qu'on appelle un joyeux bordel, mais qui est une vraie chance, parce qu'en fait, on est très peu processé. Contrairement peut-être à nos concurrents qui sont vraiment issus de culture anglo-saxonne, pas du tout chez Mazars. Et donc la culture entrepreneuriale est bien existante. Et je pense effectivement que voilà, le process parfois dénature la capacité de décision, de libre arbitre. D'être autonome, libre. C'est vrai que les startups, elles cherchent qu'une chose, c'est à processéiser. Et donc vous, du coup, c'est déprocesséiser pour trouver un espèce de juste milieu. Alors. Exactement. On envoie même alors pardon, parce que c'est peut-être pas le sujet du jour, mais on envoie même des collaborateurs en immersion en startup. Ouais, c'est hyper intéressant. Et souvent on me dit mais t'es folle, ils vont jamais vouloir revenir. Il y en a qui reviennent jamais. Ça, peut-être que vous les envoyez dans les startups flinguées, quoi. Non, alors non, ils les choisissent en plus. Non, alors il y en a qui restent. Mais je me dis, ils auront besoin d'un commissaire au compte à un moment. Donc, de toute façon, c'est le futur client. Et puis, c'est notre promesse employeur. C'est le sujet du jour, c'est que la marque employeur, c'est le contrat moral, c'est les promesses qu'on fait. Clairement. Donc, il y a un moment, si on ne les incarne pas, ça ne sert à rien de les afficher. Alors, c'est quoi votre promesse, Mathilde? Alors, nous, on en a 4. On en a 4. La première, c'est tout ce qui va être autour de... Alors, on appelle ça designer de talent. Mais en gros, c'est l'employabilité, mais poussé jusqu'au bout, parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de carrières qui doivent se ressembler. Les gens aspirent à avoir des parcours de carrière extrêmement singuliers, qui leur correspondent. Donc, c'est comment on va pouvoir aider, en fait, nos jeunes talents à trouver leur voie. Et je pense que ça, c'est compliqué aujourd'hui quand on arrive dans le monde du travail. Et souvent, les gens qui viennent en cabinet, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire, en fait. Franchement. C'est marrant parce que vous partez du principe, donc ils ne savent pas quoi faire, ils ne sont pas formés, et finalement... On va les former. On va les former et on va les leur envoyer. Dire quoi faire. Oui, mais on revient au 4e cycle, en fait, dont elle parlait au départ, effectivement, c'est ça. On est même en train de structurer une sorte de career center, c'est-à-dire comment on les aide pour trouver leur job d'après, leur voie. Est-ce que ça va être l'entrepreneuriat? Est-ce que ça va être l'entreprise? On les forme parfois à des compétences qu'on n'utilise pas forcément dans nos métiers, mais pour les préparer aux métiers de demain. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le off-boarding. Et en fait, c'est extrêmement important parce que si on gère bien l'off-boarding, eh bien, on sera attractif et on sera cohérent par rapport à notre promesse employeur. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'aventure humaine. On a des valeurs très particulières. Une culture très forte, ça peut même être un problème en fait, une culture d'entreprise très forte. Développée par exemple. Donc nous c'est très... Des convictions appuyées. Ouais, c'est ça. Alors non, c'est l'humain est au cœur. Souvent les gens qui nous rejoignent d'ailleurs nous disent en fait sont frappés par la simplicité des relations. Tout le monde se tutoie. Alors bien sûr, en plus, attention, on reste quand même dans une industrie cabinet. Donc les cabinets sont extrêmement codifiés. Et donc, je pense que justement, on détonne un petit peu parce que, alors je dis pas qu'il n'y a pas des codes cabinets qu'on ne trouve pas chez nous, mais on essaye nous-mêmes, en fait, de les challenger, d'être un peu plus disruptifs. Ouais, d'accord. Et parce que je pense que les codes cabinets n'attirent plus du tout. C'est hyper hiérarchique. C'était un peu quand même, pardon, mais marche ou crève, hein, dans l'image qu'on en avait en tout cas. Et il y a une époque, faut se le dire, c'était il y avait un côté attractif à ça aussi. On travaillait beaucoup, on gagnait beaucoup. Ouais. Mais ça, c'était des choses qui parlaient aux générations de l'époque. Oui, là, si on en vient sur les quêtes de sens qu'on évoquait juste avant, clairement, là, aujourd'hui, ça ne parle plus du tout aux jeunes qui aspirent à davantage d'équilibre. J'ai envie de dire, heureusement, franchement, c'est ça. C'est presque une bonne nouvelle. Exactement. C'est ça. Quand on se dit qu'aujourd'hui, la quête de sens est comme une nouveauté,
Mais finalement, c'est Non. juste qu'on a eu le temps d'y réfléchir. Il n'y a rien de grave là-dedans. On a eu l'autorisation en fait. On a eu Ouais, l'autorisation où on sait, et ça c'est drôle parce que justement, nous on travaille beaucoup sur les attentes des jeunes, Ouais. parce qu'en fait on est un formidable centre d'observation des nouvelles générations. C'est notre majorité, et souvent les gens m'appellent en disant mais tu peux nous parler des jeunes, Mais oui, parce qu'on en a, mais voilà, ben ils là, sont très nombreux. parlez-nous des jeunes. Et alors les jeunes, ils sont déjà c'est le fruit d'une époque et d'une éducation. Donc, Mm. ils ne sont pas nés plus Ça se voit qu'elle a intelligents l'habitude que de leurs répondre. aînés. Elle répond à cette question suivante. hein. Très souvent. souvent. Non, mais parce que souvent on Ah, ils dit sont pas nés plus intelligents. non. Bon, déjà, ça c'est ou ils bien. sont pas nés avec une conscience écologique ou environnementale plus. Non, on leur a transmis. En fait, ils sont nés dans un monde Mm. où on en a parlé, Ouais. où on a alerté. Parce que nous-mêmes, je pense, les générations au-dessus sont conscients peut-être des dégâts ou des dérives. Ouais. Donc on les a, bien sûr, on les a rendus Ouais, conscients. souvent on s'est senti nous impuissants, enfin je dis nous génération, mais en leur transmettant, en leur Bah, disant c'est à vous. C'est à vous, mais Vous donc allez devoir c'est changer. un peu de la transmission de leurs aînés. Bien C'est sûr. nous qui les alertons pour qu'ils puissent, à leur tour, quelque part, rééquilibrer les choses Donc ils arrivent avec ce bagage, quoi. avec ce bagage-là. Et il y a autre chose, c'est que l'éducation est très différente depuis un certain nombre d'années. On oublie que l'éducation dite enfant-roi, alors souvent qui peut être très caricaturale, mais il y a quand même une façon d'éduquer les enfants qui font qu'aujourd'hui, les jeunes adultes arrivent en entreprise. Je vous donne un exemple très parlant qui explique la transformation managériale. C'est que le rapport enfant-parent dans la famille a complètement changé. Un enfant, il est au même niveau que ses parents. Il ne vous voit plus, ses parents. Mm. Il participe aux décisions de la famille. Mm. Et donc, quand on arrive en entreprise, Il n'est plus soumis aux parents. pourquoi on ne pourrait pas partager la stratégie de la boîte? Pourquoi on ne pourrait pas Bien sûr. partager avec les managers Alors ça, et c'est les très dirigeants? intéressant, ce Très intéressant. lien entre, quelque Mm. part, l'éducation presque même Mm. positive, on va Ouais. dire, ce qu'on a appris Ouais, tout à fait. positive, Mm. et finalement, comment arrive en fait le candidat dans l'entreprise? Il arrive, déjà, il a quand même été, je trouve, beaucoup plus élevé dans un environnement autour du care. Enfin, on s'occupe, on prend soin. Mm. Quand aujourd'hui on parle du care pour le candidat, pour les collaborateurs, et même dans l'attente qu'ils ont vis-à-vis de leur manager, une des premières attentes des jeunes, au même niveau que la rémunération, c'est l'ambiance de travail, mais c'est pas que le côté fun, c'est on va dire un environnement psychologique sain Ouais, et ça- rassurant. ouais. Ça, je trouve ça extrêmement important. Ils C'est une sorte s'autorisent de ça. cocon où on s'autorise. Enfin, en tout cas, ils ont connu ça. Donc en fait, ils l'exigent un petit Oui, peu. le travail Ok. c'est. Et c'est c'est plus vrai ça. qu'aujourd'hui, le marché du travail est clairement en la faveur des candidats. Il Bien sûr. faut se le dire, le rapport de force est inversé. On devrait Donc être, ils mettent d'ailleurs, leurs petite conditions sur la parenthèse, table, mais c'est plutôt sain. Et leurs aînés, d'ailleurs, en fait, on ressentait les mêmes attentes et on voit parce qu'ils sont frustrés. Souvent, combien de fois j'entends « Mais attends Mathilde, moi j'en ai chié à Ouais, l'époque. c'est exactement ça. Pourquoi je leur faciliterai la vie ?» Et donc, si on a cette réaction-là, c'est qu'en fait, on est un petit peu jaloux, Ouais. quelque part, de quelque chose qu'on n'a pas eu. Ces aspirations, elles étaient là chez leurs aînés, mais c'était un Ils monde et une s'autorisaient pas. époque où on n'avait pas le droit de l'exprimer, Bien tout sûr. simplement. Et donc, eux, oui, sont beaucoup plus libérés par rapport à ça, mais ça a du bon, je trouve, parce que ça fait bouger notre façon de penser le travail. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui l'explosion du freelance et de l'auto-entrepreneuriat, il y a aussi une fuite des gens, une fuite du monde du salariat, parce qu'en fait, en entreprise, on n'a pas su se réinventer par rapport à notre Et époque. pour aller plus loin, Mathilde, il se l'autorise peut-être, alors qu'il y a encore 10-15 Oui. ans, monter Ouais. sa boîte, comme on pouvait le dire, c'était vu comme dépasser en fait un clivage social. Complètement. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est même c'est Aujourd'hui, très à la c'est mode. très à la mode, c'est voilà. classique, mais avant, c'était presque... Ouais, tout à Ah fait. oui, tu veux sortir du lot, T'es un quoi. rebelle quand même. T'es un rebelle. Non, mais t'as pas T'es un peur. rebelle là. Ouais, non, mais je pense qu'il y a ça. Et puis, le numérique a fait que ça n'a jamais été aussi facile en termes de créer sa boîte sur Internet, etc. Donc, oui. Et donc, pour ça, peut-être pour revenir au sujet du jour, mais la marque employeur n'a jamais été aussi important, mais c'est pas la com. Souvent, on assimile la marque employeur à la com, Ouais. aux paillettes. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est le contrat moral, c'est mon engagement vis-à-vis de mes candidats clients et qui vont devenir mes collaborateurs. Moi, je parle vraiment de service client. Je suis au service d'eux. Et donc, on a un contrat moral, on a des promesses, mais après, il faut être au rendez-vous, il faut les incarner. Et à Discours l'heure de de la preuve, ouais. transparence totale, bah oui, sinon on se retrouve chez Glassdoor. Et Et oui. puis c'est comme ça que des Oui, puis avec un turnover plus fort que la moyenne, et puis avec... Même si moi je suis très à l'aise avec le turnover. Turnover, parce que ça fait partie de l'héritage. Oui, de et Mazars. puis sur c'est créateur de richesse et d'innovation. En fait, c'est bon, le mouvement. L'innovation, elle vient aussi de l'extérieur, donc il faut du turnover. Et surtout, moi je pense que c'est quand on a des opportunités de sortie,
qu'on sait pourquoi on reste et qu'on est engagé. Et en fait, on Exactement. parle souvent de fidélisation, mais le sujet, c'est vraiment l'engagement. Si quelqu'un veut partir, il vaut mieux qu'il parte. Il n'est pas engagé. C'est pour ça que le moment dans lequel on est super intéressant. On va se complètement. retrouver en dessous les 7% de chômage l'année prochaine. Il y a même certains économistes qui parlent de 6% en fin d'année 2022, ce qui fait que le plein emploi est considéré à 7 en France. Donc on risque de se retrouver dans une situation, notre génération, qu'on n'a jamais connue. Et donc du coup, c'est passionnant parce que ça va changer les postures, ça va ouvrir, libérer finalement le travail. Et donc du coup, on se pose aussi la question de se dire, là-dedans, est-ce que les entreprises, elles sont prêtes? Les grosses boîtes, est-ce qu'elles sont prêtes en fait à ce qui va se passer? Alors, c'est difficile parce que souvent, justement, on oppose les grosses boîtes aux startups, mais en fait, quand on se crée, c'est facile d'adopter les codes de 2021. Quand on a des milliers de salariés, c'est très difficile. L'inertie dans la transformation, elle est extrêmement longue. Et on sait que ce qui fait qu'on est un être humain, on n'est pas à l'aise avec le changement. C'est pas naturel. Et donc, oui, je pense que la prise de conscience est en train de se faire. Mais par contre, il y a un vrai degré, une différence de maturité sur le sujet en fonction des organisations. Il se trouve que j'ai aussi la chance d'être présidente du LabRH, donc qui est vraiment une association qui promeut justement cette transformation de la fonction RH et du rapport au travail. Et on voit bien que voilà, ces sujets-là, il y a eu un moment mode. Parce qu'après, ok, c'est sympa d'en parler, mais qui investit, qui se transforme, qui y va vraiment, voilà. Et là, on voit bien que dans l'action, on est quand même moins d'acteurs. Je pense que la crise nous a fait prendre conscience que là, ça devient très urgent de repenser tout ça, mais c'est extrêmement compliqué. Même quand on parle de travail hybride, on parlait des outils, le télétravail, mais le vrai sujet, c'est les usages. C'est les comportements, c'est la confiance, la confiance en soi par la confiance en autres. Ça reste toujours que des sujets sur des postures humaines. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas plus complexe que l'humain à la base. Et tout revient à des comportements. Si on reste sur l'analyse, parce que là, tout ce que vous nous dites, je trouve que c'est véritablement un bouillon d'analyse que vous ressortez, que vous vivez au quotidien. C'est très intéressant. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment intéressé, c'est l'accélérateur M. Oui. Oui, je trouve ça génial. C'est-à-dire, juste pour expliquer... Mon chien s'appelle M. Je sais, ton chien s'appelle M. En plus, c'est M, vrai. c'est Mazar. Mais l'accélérateur propose donc des conseils aux candidats qui souhaitent vous rejoindre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on l'utilise déjà pour tous les candidats. Ça vous sert à quoi en réalité? Alors, pour être très transparente, candidats qui veulent nous rejoindre ou pas. En fait, donc c'est là où on va vraiment dans l'expérience client. Et sur les candidats. Dans l'expérience client, en fait, aujourd'hui, proposer une expérience candidat optimale, qu'on souhaite recruter les gens ou non, on sait que c'est important, c'est nos premiers ambassadeurs. Mais surtout, aujourd'hui, il faut être très clair, Mazar, c'est des métiers de la finance. Ces métiers-là sont quand même en recul en termes d'attractivité. Si je peux, moi, en tant que RH en organisation, apporter un service autre, c'est-à-dire aider un candidat à l'orienter dans sa recherche d'emploi. Il va venir me voir sur mon site parce que je vais lui apporter un service, mais pas forcément pour le recruter. C'est un peu même le même système que l'inbound marketing. Aujourd'hui, je ne vais pas communiquer sur mes offres d'emploi. Je vais davantage communiquer sur la sustainability, la finance durable, la transformation du travail, qui sont des sujets sociétaux extrêmement importants, qui intéressent notre cible. On va les intéresser. Et ensuite... On les convertit ou non? On les convertit. Si je leur ai plu, s'ils ont eu un bon contact, un bon feeling, c'est à moi de leur donner envie ensuite d'aller un peu plus loin et de découvrir mes métiers et de postuler. Donc cet outil sert de suite marketing? Exact, oui, tout à fait. Donc en fait, des candidats, donc c'est pas du tout obligatoire parce qu'il faut se créer pour le coup. On a tout pensé notre site pour qu'il n'y ait pas à créer de profil parce que justement la candidature en un clic, c'est un vrai sujet. Donc certains veulent aller plus loin, se créer un profil avec des identifiants, ils vont trouver du contenu exclusif en fait dans cet accélérateur avec des conseils pour passer un entretien, pour faire bien son CV. On est même en train de réfléchir de créer des modules de jeux qui vont permettre de faire des tests de personnalité pour savoir s'ils sont faits pour nos métiers. Parce que peut-être qu'on leur dira non, mais en fait ne postule pas chez nous, tu vas être malheureux en fait, ça ne sert à rien. Mais c'est quoi alors l'idée? Alors j'ai tout compris, mais c'est quoi la continuité de ça? Quelqu'un qui finalement voit qu'il n'est pas fait pour vous. L'enjeu de Mazar, c'est quoi? C'est de dire demain je l'aurai peut-être comme client, rien à voir, c'est vraiment bienfaisant. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui on peut être recommandé par des gens qu'on n'a pas recrutés juste parce que l'expérience était tellement top qu'ils nous ont recommandés. Donc c'est nos premiers ambassadeurs de marque. Voilà.
effectivement, ça peut être des potentiels clients, on ne sait jamais. Et puis surtout, ils vont être dans un vivier où peut-être que demain, un autre poste va ouvrir qui là leur correspondra. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer des communautés, de vivre en écosystème. Nous, on travaille par exemple avec 23 startups dans la sphère RH qui nous permettent d'apporter et d'animer aussi des communautés autour de jeux, des choses comme ça. C'est garder ce contact permanent. C'est implanter une graine, la laisser pousser ou non avec vous. Quoi. Exactement. C'est pour ça que tu parlais de suite marketing, c'est-à-dire de véritablement en fait, réussir à parler en continu à vos cibles, qu'elles soient plus ou moins éloignées finalement de ce qu'est Mazar. Exactement. Ça, on a un CRM. Voilà, donc comme en marketing. La finalité, client. évidemment. Voilà, exactement. Non, mais toute façon, qui nous permet d'animer ces communautés viviers. Après, certains seront recrutés, d'autres jamais. Ou peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, voilà. C'est passionnant, Mathilde. Je crois que vous nous avez donné un bouillon, comme disait Thibaut, d'informations. C'est le mot qui m'est venu. Un espèce de tout en un. On parle beaucoup de all-in-one en ce moment. Tous les outils sont all-in-one. Là, vous venez de nous donner un peu un condensé all-in-one. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à vous. Merci. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.